Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine. Bonne écoute! En 1977, l'Association universitaire franco-chinoise dépose à la Bibliothèque municipale de Lyon l'ensemble des collections de l'Institut franco-chinois de Lyon, gardées depuis 1950 dans les locaux du Fort Saint-Irénée, qui fut le siège de l'Institut. Rappelons que la bibliothèque de l'Institut fut en premier lieu un outil d'étude et de culture pour les 473 étudiants accueillis en son sein de 1921 à 1946. Institut qui avait pour mission de préparer ses étudiants chinois aux études universitaires en France. Suite à la dissolution de l'association universitaire en 1980, le fonds des collections, enrichi des archives de l'Institut en 1985, est transmis à l'université Lyon 3 Jean Moulin. Le fonds reste néanmoins déposé à la bibliothèque municipale de Lyon, qui en assure la conservation et la valorisation. Il s'agit d'une collection unique, créée hors de Chine, dans le cadre officiel d'un organisme éducatif franco-chinois constitué dans des temps troublés entre la fin de l'Empire, en 1911, et la prise du pouvoir par les communistes en 1949. Un fonds créé par des Chinois, pour des Chinois, ce qui veut dire aussi qu'elle reflète les habitudes de lecture de l'époque. Ce sont aussi des archives qui ont été épargnées par les transformations politiques que la Chine connaîtra après 1949. À partir de ce noyau, constitué des collections de l'Institut franco-chinois, au cours des décennies qui suivent, un fonds spécialisé sur la Chine va voir le jour. Nous recevons Olivier Bialet, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Lyon, et aujourd'hui responsable du fonds chinois, qui va nous guider pas à pas dans les maîtres linéaires que constitue le fonds chinois. Bonjour Olivier. Bonjour. Mais auparavant, avant de parler vraiment du fonds chinois, il est important de rappeler le rôle que joua Jean-Louis Bouly, qui fut le premier et le principal acteur de sa mise en valeur. La collection existait, mais il fallait la mettre au grand jour. Quelques mots, Olivier, à ce sujet ? Oui, alors Jean-Louis Bouly était déjà bibliothécaire avant de venir travailler à la Bibliothèque municipale de Lyon. Il était à l'INSA, si je ne me trompe pas, et il avait commencé à apprendre le chinois par intérêt personnel. Et pendant ses cours de chinois, il a été en contact avec Alain Labatte, qui était un professeur de chinois, ancien étudiant de Lyon 3, qui avait participé au déménagement des collections du Fort Saint-Irénée jusqu'à la bibliothèque. Et donc, en discutant, il a appris à Jean-Louis Bouly que ce fonds existait, qu'il était intéressant et qu'il n'était pour l'instant pas traité. C'est-à-dire qu'au départ, le fonds avait été déposé à la bibliothèque vraiment comme mesure de sauvegarde en quelque sorte, mais il n'était pas du tout géré par un bibliothécaire. Donc Jean-Louis Bouly a été très très intéressé par cette information. Il a proposé sa candidature à la bibliothèque qui dans un premier temps a refusé. Mais comme Jean-Louis est quelqu'un d'obstiné, il a continué à poser sa candidature et au bout d'un an à peu près, il a été engagé, je crois, pour 5 heures hebdomadaires au début. Et donc, il a commencé à traiter ce fonds et en continuant à se former au chinois et petit à petit, faisant preuve de son professionnalisme, la bibliothèque l'a progressivement étendu les heures pour lesquelles il travaillait jusqu'à devenir bibliothécaire à plein temps au fonds chinois. Donc, c'est lui qui a commencé formellement le catalogage des livres, qui, au bout d'une dizaine d'années, a abouti à la publication d'un catalogue sur papier. Donc il l'a publié, il en a envoyé des exemplaires à toutes les grandes bibliothèques sinologiques. Et c'est comme ça que petit à petit, des chercheurs sont venus pour travailler sur ce fonds. Et puis, voyant qu'il travaillait bien et que les choses étaient publiées, qu'il y avait un catalogue, il y a des sinologues qui se sont intéressés au fond. Ce fut le cas de Jacques Guillermaz, ensuite de Michel Loy, par la suite Daniel Li Chewa. Enfin, le fonds comme ça s'est enrichi de collections,
mais un peu particulière puisque c'était des collections établies par des sinologues. C'est ça. Voilà. Donc Jean-Louis Bouly a continué comme ça à étoffer la collection, à la traiter. Voilà. Donc c'est aussi lui qui avait fait l'exposition sur l'Institut franco-chinois qui ensuite a été un petit peu modifié pour être présenté au président Xi Jinping. Et il avait fait aussi une grande exposition sur l'Institut à la bibliothèque de Canton. Donc ça avait été une exposition extrêmement importante. C'était la première fois, je pense, que des documents originaux étaient présentés en Chine. Et ça avait eu un énorme succès à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans ces fonds chinois? Quel document? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, il faut bien dire que le fonds chinois, quand on parle du fonds chinois, c'est l'ensemble de toutes ces collections. C'est pas uniquement l'Institut franco-chinois, hein. Alors, dans la collection de l'Institut franco-chinois, il y a deux parties, une partie bibliothèque et une partie archive. Donc la partie bibliothèque, c'est vraiment la bibliothèque à laquelle les étudiants avaient accès et qui est constituée de plusieurs parties. Il y a une partie qui est les ouvrages qui étaient publiés à l'époque en Chine républicaine, dans tous les domaines, hein. Il y a de la littérature, de la politique, de la philosophie. Il y a beaucoup de choses sur l'anarchisme, par exemple, puisque les fondateurs de l'Institut Institut. étaient anarchistes au départ. Il y a des choses sur le tridémisme, c'est-à-dire le système politique de Sun Yat-sen. Et ensuite, beaucoup de choses, de la géographie, de la philo, beaucoup de romans publiés à l'époque. Et donc, c'est des choses qui sont devenues rares, voire extrêmement rares en Chine, puisque il y a eu la guerre contre le Japon, la guerre civile. Enfin, toutes ces collections ont beaucoup souffert en Chine, et ici, elles étaient préservées. Donc, cette partie-là est très importante. Il y a aussi toute une partie de traduction en chinois d'œuvres classiques européennes, enfin, au sens large, c'est-à-dire aussi américaines. En ce qui concerne la France, c'est surtout des écrivains du 19e. Il y a beaucoup de Balzac, de Zola, les premiers écrivains du 20e siècle, Anatole France, enfin des choses de ce genre-là. Il y a toute une partie de littérature classique chinoise, parce que les dirigeants de l'Institut franco-chinois ne souhaitaient pas que les Chinois qui étaient étudiants à Lyon perdent le contact avec la culture chinoise. Donc il y a à peu près, pareil, 1200 titres d'œuvres classiques chinoises reliées à la chinoise. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est pas des éditions très anciennes, mais elles sont quand même intéressantes. Il y a déjà des chercheurs qui sont venus pour faire des comparaisons d'éditions entre celles qu'on conserve, celles qu'ils avaient à disposition. Euh, Ensuite, il y a une très grande quantité de manuels scolaires, puisque les étudiants avaient des cours de mise à niveau à l'Institut. Et il y a aussi une grosse bibliothèque de périodiques. Il y a en gros 500 titres différents, dont les grands classiques, la Revue Croissant, Nouvelle Jeunesse, le Tongfang Zazhi, enfin, en gros tout ce qui se publiait à l'époque. Et là, c'est peut-être encore plus précieux que les livres, puisque les périodiques n'étant pas de base considérés comme des choses précieuses, ça a été allègrement jeté. Donc c'est pas facile de trouver des collections. Alors elles sont pas complètes et puis comme elles étaient utilisées par les étudiants, elles sont pas toujours dans un état formidable, mais elles sont là et Oui. elles sont consultables. Donc voilà. En gros, c'est ça la collection de la bibliothèque de l'IFCL. Et la deuxième grosse partie, c'est les archives administratives de l'Institut. Euh, qui, en fait, c'est tous les papiers qui servaient pour la gestion de l'Institut. Donc, il y a une partie qui a été complètement traitée, qui est les dossiers des étudiants. C'est-à-dire que l'Institut tenait
des dossiers pour chaque étudiant de l'institut. C'est-à-dire que toutes les lettres ou les documents qui étaient en rapport avec un étudiant étaient mis dans son dossier. Alors, évidemment, comme c'était le secrétariat français qui s'occupait de ça, c'était très carré, donc il y a des copies. Donc, des fois, on peut trouver le même document dans le dossier de l'étudiant, dans le dossier du secrétariat, ce qui permet, quand il y a eu des pertes, des fois, avec ces doublons, on retrouve des choses. Et donc, pour vous donner une idée, les archives, ça représente à peu près 80 mètres linéaires de carton. Et les dossiers d'étudiants qui ne représentent que 2 armoires dans tout, sur la vingtaine d'armoires des archives, euh, c'est déjà plus de 20 000 folios. Donc ça, voilà, c'est 2 sur 17 armoires, et c'est là déjà, rien que dans cette petite partie, il y a 20 000 folios. Donc c'est une quantité énorme de renseignements, de documents. Il y a des photographies, il y a des... Alors ça va des documents un peu, on dirait précieux. C'est-à-dire, par exemple, on a des lettres de Tai Wangshu, on a des lettres manuscrites de Chang Shu-hong, de Pen Yuliang, de gens célèbres, mais il y a aussi les factures du plombier, les menus de la cantine, les cartes de bibliothèque. Enfin, c'est vraiment très varié, et ça permet de connaître en détail le fonctionnement de l'Institut. Mais évidemment au prix d'un énorme travail, puisque consulter cette mine de documents, c'est un travail titanesque en fait. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez parfois des demandes de descendants de ces étudiants chinois? Alors, ça arrive régulièrement, et ça a été particulièrement important après la visite du président Xi à Lyon, parce que les télévisions chinoises ayant fait beaucoup de publicité à ce voyage, il y a beaucoup de descendants d'étudiants qui se sont aperçus qu'il y avait ces documents qui existaient à Lyon. Apparemment, une grande partie n'était pas au courant que ça existait, et c'est grâce à ce voyage qu'ils ont appris que les documents existaient. Donc, pendant un an surtout, et puis ensuite ça a un peu descendu, mais pendant une période assez longue, on a eu énormément de demandes de descendants d'étudiants qui souhaitaient consulter les dossiers de leurs ancêtres. Et c'était souvent assez émouvant, parce que pour une partie, c'était la première fois, par exemple, qu'ils voyaient la photo ou des documents manuscrits de leur grand-père ou de leur grand-mère. Je me rappelle particulièrement d'une fois où une famille s'est aperçue que le grand-père avait déclaré qu'il était célibataire alors qu'il était marié avec des enfants. Donc, je leur avais expliqué que c'était sans doute pour avoir une bourse. Mais bon, voilà. Amusant. Il y a des choses assez curieuses quoi, qui arrivent quand on commence à explorer les papiers un Les peu archives, en intimes. clair, Voilà. toujours. Les archives réservent des surprises. Alors, vous avez dit, là, on a parlé du fonds chinois de l'Institut franco-chinois ainsi que les archives. Maintenant, vous m'avez dit que ces fonds s'étaient enrichis ensuite par des dons. Oui, Est-ce que vous alors pouvez nous en parler? le premier enrichissement, ça a été Jean-Louis Bouly, qui a fait un peu la pêche aux documents dans les établissements parisiens qui, à l'époque, cherchaient à se débarrasser de documents. C'est comme ça qu'il a récupéré à Paris une collection par exemple, du quotidien du peuple, que le ministère ne voulait plus. Enfin, il y a eu des romans, des choses qui sont venues de bibliothèques parisiennes. Ensuite, il y a eu une grande exposition qui avait eu lieu à la Sorbonne et ensuite à la bibliothèque municipale, qui avait été organisée par le CIBTC, c'est-à-dire l'organisme qui fait la promotion d'éditions chinoises à l'étranger. Et donc, l'exposition, c'était une sorte de fausse librairie où ils exposaient les livres qui étaient publiés à l'époque, au début des années 80. Donc c'est une période extrêmement intéressante, parce que c'est la période qui suit la fin de la révolution culturelle, où il y a eu toute une effervescence et un mouvement de liberté éditoriale.
Et donc, quand l'exposition a été terminée, les responsables chinois ont dit à Jean-Louis, écoutez, vous savez, si on renvoie tout ça en Chine, ça va nous coûter une fortune. Est-ce que vous voulez qu'on vous les donne? Donc, évidemment, il a dit oui. Et il m'a avoué qu'à l'époque, il ne s'était pas rendu compte vraiment de l'importance Dis de donc. ce don. Il avait plutôt vu l'opportunité d'avoir des livres gratuitement. Et c'est après, en ayant un peu mûri, en connaissant mieux l'édition, qu'il s'est rendu compte que c'était non seulement un beau cadeau, mais que c'était extrêmement intéressant, puisque c'est une période cruciale de l'édition chinoise. Donc on a comme ça un échantillon assez vaste de cette période-là. Donc ça, c'est les tout débuts. Ensuite, il y a Jacques Guillermaz qui avait, qui avait participé, disons, à convaincre la municipalité et la bibliothèque d'accepter la collection de l'Institut franco-chinois à la bibliothèque, voyant que le fonds était bien traité, qu'il y avait eu un catalogue de publiés, a eu envie de donner sa bibliothèque personnelle à la bibliothèque municipale de Lyon. Et donc, voilà, son fonds est arrivé ici. Donc lui, c'est un fonds où il y a un petit peu de littérature, mais la plupart des livres, c'est sur sa spécialité, c'est-à-dire l'armée chinoise et l'histoire du Parti communiste Parce que chinois. vous devriez repréciser qui est quand même Jacques Guillermaz. Alors Parce que Jacques Guillermaz, il devait être un petit peu destiné à s'occuper de la Chine, puisqu'il est né en 1911, au moment de la Révolution chinoise. Donc lui, à l'origine, il était Saint-Cyrien. Et donc, il a été nommé, à la sortie de l'école, il a été nommé attaché militaire à Pékin. Et donc, il a commencé à apprendre le chinois et à étudier la Chine parce que, à l'époque, la sinologie française était très centrée sur la Chine antique. Jacques Guillermaz est un des sinologues qui a vraiment orienté fermement la sinologie sur la Chine contemporaine. C'est même lui qui a créé le Centre d'études sur la Chine contemporaine. Donc voilà, il était à Pékin. Ensuite, il est revenu. Quand il est revenu à Paris, il a passé ses diplômes à l'INALCO. Et ensuite, il était à la fois diplomate, sinologue. Par exemple, c'est lui que le général de Gaulle a envoyé en mission avec l'ambassadeur qui le représentait pour annoncer à Chiang Kai-shek en 1964 que la Chine allait reconnaître la Chine, enfin la République communiste populaire de de Chine. Chine comme partenaire de la République française. Voilà, donc sa bibliothèque est arrivée. Donc c'était le premier sinologue à contribuer à l'expansion du fonds chinois. Ensuite, il y a eu Michel Loy, dans un genre totalement différent, puisqu'elle, c'était une fervente maoïste. Et donc, elle a donné aussi, elle a donné ses archives et sa bibliothèque. Donc, on a à la fois euh, des archives sur les travaux de ses étudiants, les thèses qu'elle a fait soutenir, les traductions qu'elle a fait avec le groupe Lusun, qu'elle avait fait avec ses étudiants, et puis sa bibliothèque qui est riche dans la littérature qui est après le mouvement du 4 mai 1919, avec évidemment Lusun étant sa spécialité. Il y a beaucoup de choses à propos de Lusun. Et il y a aussi une partie qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire elle a collecté énormément de documents qui étaient publiés pendant la Révolution culturelle. Donc à la fois des petits livrets sur la manière de mettre par terre la boutique de Confucius. Voilà, donc, et beaucoup de bandes dessinées qui sont parues à cette époque, donc des bandes dessinées chinoises de poche, les Yann Renoir. Lien Roi. Et c'est devenu assez rare d'avoir une collection aussi complète et en plus en excellent état puisqu'elle les a achetés, elle les a ramenés neufs et on a l'impression qu'ils sortent de chez le libraire. Là, donc il y a ça, il y a aussi quelques affiches de l'époque
avec des slogans comme allons voir les opéras modèles. Enfin. Alors en ce moment, c'est pas tellement la mode d'étudier ces choses-là, mais si quelqu'un a l'intention de s'y mettre, il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Il y a du matériel. Voilà. Ensuite, dans les sinologues qui ont donné, il y a eu Lichewa, comme on dit plutôt en France. C'est-à-dire, c'était un ancien étudiant de l'Institut franco-chinois et il n'est pas rentré en Chine, il est resté en France, il s'est marié avec une Française. Il est devenu professeur à Paris 7 et c'est lui qui a traduit Le Rêve dans le pavillon rouge pour la Pléiade avec l'aide de son épouse et de son ancien professeur André Dormont qui a fait la révision du texte. Et donc lui, il était à moitié du temps à Lyon, à moitié à Paris, puisqu'il était professeur à Paris, mais lyonnais de cœur. Donc il nous a d'abord donné sa collection parisienne quand il a pris sa retraite. Et ensuite, par testament, il avait dit qu'il donnerait sa bibliothèque lyonnaise après sa mort. Et donc, il est décédé au tout début de 2015. Et donc, la deuxième partie de sa bibliothèque, la partie lyonnaise, est arrivée en 2015. Et maintenant, on a l'ensemble de sa bibliothèque qui est très, très riche pour la littérature classique. Enfin, il y a énormément de choses sur le Ronlomont, bien sûr, puisque c'était sa spécialité. Mais ensuite, il y a eu des petits dons de personnes qui sont très intéressantes aussi, mais qu'on ne peut pas détailler, il y en a un peu trop. Euh, il y a, Dans les derniers, il y a le Centre culturel de Chine à Paris qui nous a offert une encyclopédie très précieuse, le, le, le Sushio Sekru Tuanshu. En fait, c'est la compilation de tout ce qui a été publié en Chine impériale. Voilà, donc il y a eu une première version qui a été faite, qui avait fait une première vague de tout ça, et ensuite à la fin des Qing, il y a eu un complément, puisqu'évidemment, entre-temps, il y avait eu des tonnes de choses qui avaient été publiées, et puis dans la première version, il y avait certains genres littéraires qui avaient été exclus, donc ça a été intégré dans la deuxième version. Donc c'est un peu le tome 2 de cette encyclopédie, et donc ça fait plus de 1000 volumes, énormes. Voilà, donc c'est très intéressant. Et juste après, c'est Jacques Pimpano, qui a été très très longtemps professeur à l'INALCO de chinois classique et de littérature chinoise. Donc je pense qu'il a dû former une très grande partie des gens qui aujourd'hui sont sinologues en France. Enfin, ceux qui sont passés à l'INALCO, en tout cas, sont tous ses élèves. Et en 2019, il m'a proposé de me donner sa bibliothèque, donc j'ai accepté avec joie. Elle est en volume, c'est pas énorme, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de livres sur l'opéra, le spectacle vivant. Il y a pas mal de littérature. Et il m'a donné aussi une copie des documentaires qu'il avait été faire en Chine avec un collègue de l'INALCO. Et donc, pour les montrer, j'ai fait une chaîne YouTube qui s'appelle Quocon, comme le musée qu'il avait créé à l'époque. Et donc, il y a une douzaine, je crois, de documentaires qui sont visibles. Alors, ils ne concernent pas tous la Chine, hein, c'est l'Asie du Sud-Est en général, mais il y en a un certain nombre sur la Chine qui sont extrêmement intéressants. Et en dehors des dons de sinologues ou de personnes privées, on a aussi un programme d'échange, parce qu'on a des partenariats avec des bibliothèques chinoises. Et donc, on s'échange des livres, c'est-à-dire que la bibliothèque municipale de Lyon achète des romans ou des livres techniques. Enfin là, c'est à la demande de nos partenaires. Moi, je leur envoie et en échange, ils m'envoient des livres chinois. Donc, la première bibliothèque avec qui on est devenu partenaire, c'était la bibliothèque de Canton, il y a plus de 30 ans. Ensuite, ça a été la bibliothèque municipale de Taipei. Et ensuite, Shanghai. Et en dernier, il y a une dizaine d'années, Pékin, la bibliothèque capitale de Pékin.
La collection des jésuites La de collection des Chantilly, jésuites, un peu alors particulier. techniquement, elle fait pas partie du fonds chinois, mais il y a une partie, il y a une collection chinoise assez importante dont je m'occupe, puisque elle est en chinois. Donc, dans cette collection, il y a deux grandes parties. Il y a une collection d'ouvrages jésuites qui date de la deuxième vague jésuite, c'est-à-dire c'est pas du tout la période Matteo Ricci, c'est au 19e quand l'ordre a été rétabli. Donc là-dedans, il y a beaucoup de livres pour apprendre le chinois, puisqu'évidemment les missionnaires devaient se former et ils devaient se former aussi dans les langues régionales. Donc on a aussi des manuels pour apprendre le cantonais, le shanghaïen. Enfin, alors il y a comment confesser, le manuel de confesseur en chinois, il y a enfin, des grammaires, on a plusieurs exemplaires du Lamas, le livre pour apprendre le chinois classique au français. Il y a des dictionnaires. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a des livres pour enfants aussi, parce que je pense qu'ils s'en servaient pour les débutants, parce qu'il y avait il y avait une édition assez riche de livres pour enfants, par exemple, dans le style des abécédaires, avec des dessins où il y a marqué le caractère chinois qui correspond à l'objet qui est représenté. En fait. Des choses comme ça qui font que pour un débutant, ça permet de s'entraîner facilement. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est la collection d'André Dormont, puisque André Dormont, c'était un Français qui est parti en Chine en 1905. Il a travaillé d'abord, il a travaillé pour l'empereur. Il a fait l'éducation du petit empereur, enfant. Ensuite, il a travaillé aussi pour la République chinoise après la Révolution. Et donc, c'est un des fondateurs de l'université franco-chinoise de Pékin, où il a été professeur. Et c'est là, par exemple, qu'il a été professeur de Li Chehua, qui ensuite est venu à Lyon pour poursuivre ses études et qui, encore ensuite, a travaillé avec lui sur la traduction du Rêve au pavillon rouge. Donc, la collection d'Ormond, c'est intéressant parce que c'est la collection typique d'un lettré chinois. Il a fait sa collection vraiment comme un intellectuel chinois aurait fait. Donc, c'est classé par collection à la chinoise, philosophie, les classiques. Et donc c'est très intéressant, c'est un échantillon de ce qu'aurait eu un honnête homme chinois au début du XXe siècle. Et dans la collection jésuite des Fontaines, il y a aussi une collection photographique très C'est ça. intéressante. C'est une collection de photographies qui a été prise par le père Joseph de Revier dans les années 30. Il a fait un voyage en Chine, et en particulier le long du Grand Canal. Et il a fait des centaines de photographies pendant son voyage. Et donc, c'est aussi dans la collection. C'est en majorité des plaques de verre, certaines en stéréographie. Et voilà, c'est de très belles photos. C'était un très bon photographe. Et très intéressante aussi documentairement sur la Chine de cette époque. Finalement, Olivier, combien de documents aujourd'hui sont présents dans le fond, les fonds, je ne sais plus. En tout cas, Non, on parle ouais, du fond. fond quand c'est en général. Alors, si vous regardez sur le site du Fonds chinois, il y Oui, a un chiffre qui est de 60 000 documents, qui, je pense, a été fait un peu au doigt mouillé, et qui est le même depuis 10 ans, donc qui n'est pas du tout à jour. Donc, en fait, pour vous donner une idée, je pense que... Parce que déjà, on peut compter les documents de façon très différente, parce qu'une encyclopédie à 1000 volumes, pour un bibliothécaire, c'est une seule cote. Donc, c'est pas forcément très parlant. Donc, plutôt que faire ça, j'ai calculé le nombre d'étagères qui étaient occupées par des documents au fond chinois. Et donc, en mètres linéaires, ça représente 2,6 km. Voilà. Sans les archives. ouais. Sans les archives. C'est uniquement les livres et les périodiques. Là. 2,6 km de savoir. Voilà. Sur ces 2 km et quelques, il y a en gros un tiers qui est catalogué.
Il y a une partie qui n'est pas cataloguée, mais qui est présente sur des inventaires sur la page du Fonds chinois. C'est par exemple le cas des classiques chinois de l'Institut franco-chinois. Et évidemment, pour les chercheurs qui cherchent dans des domaines particuliers, on fait un peu à la carte. On peut aussi leur donner des choses qui ne sont pas au catalogue. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils me contactent et qu'ils m'expliquent quel est leur domaine de recherche, quels sont leurs intérêts. Et dans ce cas-là, comme je commence à connaître assez bien le fond, je peux les orienter vers des choses qui ne sont pas du tout visibles au catalogue. Alors Olivier, pour conclure, quel est pour vous le document le plus précieux, ou en tout cas celui que vous préférez dans... Alors le plus tous précieux, ces c'est une livres question philosophique. Et pour moi, alors là, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a un ouvrage qui est assez touchant, c'est les étudiants des Beaux-Arts de Hangzhou qui, en 1929, ont fait un espèce de trombinoscope des professeurs et des étudiants de l'école, mais qui est entièrement manuscrit. Donc il y a des portraits des professeurs et des étudiants, mais qui ont été faits par d'autres étudiants. Donc comme ça, on a le portrait de Li Shuhua par des étudiants et la liste des noms manuscrits. Donc un document totalement manuscrit avec des portraits faits par les gens de l'école. Donc c'est un document assez émouvant. Merci Olivier pour cette découverte en votre compagnie, une nouvelle fois, puisque vous nous avez emmenés 2 fois dans les fonds de la Bibliothèque municipale de Lyon. Nous espérons que cet échange aura permis à nos auditeurs de nourrir leur curiosité et peut-être d'aller plus loin quand même dans la connaissance de ces fonds. Alors, pour cela, il y a le site de la Bibliothèque municipale de Lyon, sur lequel il y a quand même beaucoup de choses qui sont enseignées. Il y a même la manière de vous joindre, si jamais il y a une question, une recherche particulière. Exactement. Et voilà, j'espère qu'on vous aura invité à aller à la découverte de ces fonds. Merci. Je vous en prie. Au revoir Olivier. Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.